à cette soirée dédiée à l'art sous toutes ses formes, que nous organisons en partenariat avec la Bibliothèque Saint-Victor de Boulogne. Avant de vous présenter les artistes présents ce soir, je vous demande de bien vouloir excuser notre cheval de la culture, M. Julien Denise, qui est retenu par d'autres obligations. Alors, puisque ce soir nous allons parler de livres, laissez-moi vous conter une petite histoire, une histoire d'amitié. Alors, toute récente pour certaines, et un peu plus installée pour d'autres. C'est cette amitié qui m'a permis de mettre sur pied cette soirée. En effet, je remercie Sylvie d'être présente parmi nous ce soir, Alice et Christophe d'être aussi parmi nous, sans oublier Catherine. Voilà, donc cette histoire d'amitié, comme je vous dis, voilà, la famille de l'art, c'est une grande famille. Que l'on soit écrivain, peintre ou photographe, on trouve toujours une occasion de se rassembler. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors j'espère pour votre plus grand plaisir, mais ça vous allez découvrir ça tout à l'heure avec Sylvie. Alors si vous voulez bien mesdames, je tente déroger à la règle de galanterie élémentaire, mais je vais commencer par présenter Christophe et Alice. Alors Christophe, c'est un petit peu l'enfant du coin, il nous vient de Sèvres. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je suis restée bouche bée devant ces clichés. Il vous présente ici des portraits de caractère, que vous pouvez voir, mais aussi d'autres vues qui sont là-bas derrière et qui, rien qu'à la regarder, nous racontent une histoire. Je pense que personne ne peut rester indifférent à ce genre de photos qui fait appel à une sensibilité intérieure. Quant à Alice, lui je le connais un tout petit peu mieux. Je ne sais pas si vous savez, mais Alice en chinois, ça veut dire bon compagnon. Alors bon compagnon, ça je peux vous rassurer qu'il l'est. Nous avons passé dernièrement une soirée ensemble. C'est un bon et très joyeux compagnon. Alors c'est un artiste de renommée internationale. Et je suis très heureuse qu'il fasse escale ici à Londres ce soir, avant de partir vers New York, Shanghai et Abu Dhabi. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, feuilletez le Paris Match de cette semaine. Vous allez trouver une double page qui nous parle de M. Darga. Revenons à vous, mesdames. Alors Karine, je ne vous connais pas trop. Je sais simplement que vous êtes psychologue, thérapeute. Et j'ai pensé que peut-être, vu le sujet abordé par Sylvie, ce serait bien d'avoir un éclairage un peu psychologique. J'espère que vous allez nous le donner ce soir. Quant à toi, Sylvie, je disais tout à l'heure, notre amitié est toute récente. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de ton travail. Et alors, au coin d'un bar. Voilà, ce fut une rencontre informelle. Et Sylvie m'a parlé de ses passions, de sa passion. Et cette passion, je l'ai sentie tellement présente et tellement vraie que je n'ai eu qu'une envie, c'était de découvrir son livre. Je vous assure, ce livre, je le dévorais d'un bout à l'autre. Son écriture m'a enchantée. J'espère qu'elle vous enchantera tout autant que moi aujourd'hui. Alors, avant de passer à la conférence de Karine, je vais vous donner un petit peu le déroulement de cette soirée. Donc, Karine va ouvrir la séance. Après son intervention, nous irons prendre un petit rafraîchissement au bar. Ensuite, Sylvie prendra le relais, aidée par Irène, que je remercie beaucoup de prendre la place de Laurent Michel ce soir, qui est malheureusement empêché par des circonstances un petit peu dramatiques au sein de sa famille. Merci beaucoup Irène, de remplacer Laurent au pied levé. Donc, après la séance de questions-réponses, nous prendrons le verre de l'amitié offert par la bibliothèque de Boulogne. Je vous laisserai tout à loisir l'occasion de visiter l'exposition, de pouvoir rencontrer les artistes présents, de leur parler. Vous verrez, c'est toujours une richesse de pouvoir entrer en contact avec eux et de leur demander d'expliquer comment ils ont conçu leur toile, comment ils ont pensé leurs photos et comment est arrivé ce livre. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser avec eux. Je vous précise que le livre de Sylvie est en vente là-bas dès maintenant à un prix de 20 € et qu'elle sera là tout à l'heure pour vous le dédicacer. Voilà. Mais je vous souhaite une super bonne soirée, remplie de riches rencontres
Et on va laisser Sylvie vous emmener au pays d'Anna. Au revoir et à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici, d'autant que je ne suis pas du tout de votre région. Donc j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir partager mon expérience et le travail que je fais avec certaines patientes, notamment à travers le cheminement et le chamboulement que peuvent avoir, des chamboulements physiques et psychologiques que peuvent rencontrer certaines femmes. Alors aujourd'hui, ce que je vais me proposer de faire avec vous, c'est justement de traverser les étapes de vie que peuvent vivre la femme à travers les différentes étapes de vie psychologiques, mais aussi à travers différentes étapes de vie physiques. D'abord, tout commence avec l'enfance. À l'enfance, l'enfant, quand il est tout petit, a un besoin de sa maman. Avec ce besoin d'être avec sa mère, notamment lorsqu'il est enfant, lorsqu'il est tout petit, ce qu'il fait, c'est qu'il a ce besoin pulsionnel d'être avec elle à travers notamment l'idée du biberon, l'idée de la succion. Et là, il y a ce souci de séduction qu'a l'enfant vis-à-vis de sa maman. Vers 18 mois, l'enfant, qui est fille ou garçon, se pose la question de est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un garçon? À ce moment-là, lorsque l'enfant se pose la question, il va commencer à regarder un petit peu autour de lui. Si la petite fille a des longs cheveux, si le petit garçon porte des pantalons, s'il joue avec des camions ou si la petite fille joue avec des poupées. Et là, l'enfant commence à se questionner, à se poser des questions, à se demander finalement s'il est fille ou garçon. Et c'est vers l'âge de 18 mois, 18 mois, 2 ans, que lorsqu'il est dans le bain, il commence à s'interroger sur sa sexualité et sur justement le sexe. Et là, il se dit, tiens, dans le cas de la petite fille notamment, la petite fille se dit, là, moi, en force d'observer, et notamment l'observation qui se passe entre autres à la crèche, là, la petite fille s'aperçoit qu'elle n'a pas de pénis, alors que l'enfant, lui en a bien un, le petit garçon en a un. Et là, la petite fille se positionne enfin comme étant une petite fille. À ce moment-là, le parent a un rôle important, notamment lorsque la petite fille commence à se poser des questions sur son sexe et parfois même à se toucher. Alors là, le parent a un rôle important. Le rôle important, c'est simplement d'accompagner l'enfant dans l'idée que, quelque part, elle est en recherche d'elle-même. Et c'est ce qu'elle va faire tout au long de sa vie, cette petite fille. C'est d'être en recherche d'elle-même, notamment à l'enfance, à l'adolescence que nous avons tout à l'heure, et puis à l'âge adulte. Si on continue cette époque de l'enfance, il y a une étape très très importante qui est le DIP. Alors, pour la petite historique, si on se rappelle un petit peu de ce qu'est le DIP c'est ce garçon qui, une fois, lorsqu'il était tout petit, a été abandonné par ses parents. Et on s'était dit, tiens, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. C'est un peu ce que l'oracle lui avait dit. Une fois devenu adulte, effectivement, Oedipe a épousé sa mère et effectivement, il a tué son père. Et de ce mythe est apparu ce que l'on appelle la période de l'Oedipe chez l'enfant. Alors moi, je vais vous parler plus particulièrement de la période de l'Oedipe chez l'enfant et notamment chez la petite fille, où là, c'est vraiment une période extrêmement importante. Il y a d'abord cette période de l'Oedipe avec la période pré-oedipienne où la petite fille va s'intéresser, va voir sa maman comme modèle. C'est elle qui devient la référence. D'ailleurs, elle va avoir une tendance à adopter les mêmes comportements que sa maman. Elle va avoir une tendance à vouloir porter les mêmes vêtements qu'elle, les mêmes couleurs. Si elle pouvait, elle se maquillerait comme elle aurait les mêmes coiffures. Ça, c'est cette période pré-oedipienne, avant l'âge de 3 ans. Puis, vers 3 ans, là, le modèle s'inverse totalement, et la petite fille qui, encore hier, avait envie d'avoir comme modèle sa maman, voit en sa maman maintenant une rivale. Et cette rivale, qui est sa maman, devient la personne qu'il faut moins côtoyer, ou en tout cas être parfois moins gentil avec elle. Pourquoi? Parce que celui qu'il faut, la convoitise, la nouvelle convoitise devient le papa. Le papa qui prend une place importante, qu'il faut pouvoir séduire, qu'il faut pouvoir aimer et dont il faut se faire aimer.
Pour ce faire, la petite fille est prête à tout. Elle va pouvoir donner des bisous tout le temps à son papa, ne pas vouloir aller dans les bras de sa maman, être tout le temps près du papa tant aimé, à tel point que parfois il peut arriver qu'il y ait un rejet total de la maman. Et c'est dans ces moments-là où la petite fille est vraiment de nouveau dans une étape de séduction, où de nouveau la séduction se construit, le plaisir de devenir petite fille, jeune femme et puis femme se construit là aussi. Et c'est dans cette étape où de nouveau les parents ont une place importante et prépondérante, puisque ce sont les parents qui vont non seulement cadrer, mais aussi encourager l'enfant à aller vers ce bien-être de séduction qu'aura la petite fille, mais en même temps en lui disant bien qu'elle peut continuer à être jolie, elle reste jolie, mais en même temps elle ne sera jamais l'amoureuse de son papa. Donc ça, c'est l'enfance. Cette période de l'enfance où le complexe d'Oedipe est important, où les parents ont un rôle important, où ils cadrent l'enfant, mais où en même temps ils lui apportent ce cheminement nécessaire pour que l'enfant acquiert une confiance en elle, où cette petite fille puisse avoir cette confiance en elle pour continuer à se construire. Notamment quand arrive cette période de la sociabilisation entre 6 et 12 ans, où la petite fille va être en contact beaucoup plus avec les autres enfants, où elle aura envie de participer à des activités extrascolaires, l'entrée en primaire se fait, et donc ces moments-là, il faut que la petite fille soit vraiment dans une période de confiance en elle, et cette confiance en elle aura été acquise à travers le regard que posent sur elle les parents. La période de l'enfance se termine et nous arrivons maintenant dans une période beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile, qui est la période de l'adolescence. Et avec la période de l'adolescence, il y a cette période compliquée de la puberté. Alors cette période difficile de l'adolescence avec la puberté, où on est dans une période charnière, où la petite fille n'est plus petite fille, où elle ne se confie plus autant à ses parents, et où dorénavant, cette petite fille s'intéresse davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors c'est vraiment une période très très compliquée pour cette petite fille qui est devenue maintenant adolescente, donc c'est à partir de... ça commence vers 11 ans jusqu'à plus ou moins 18 ans, la période de l'adolescence. Alors là c'est une période très compliquée parce que la petite fille, celle qui était la petite fille devient maintenant cette adolescente qui ne sait pas souvent se positionner. Elle doit se positionner dans la sphère école, elle doit se positionner à la maison, et donc pour elle c'est très compliqué de pouvoir trouver sa place. Et pour pouvoir trouver sa place, il faut qu'elle arrive à trouver un cercle d'amis, un groupe dans lequel elle va s'inscrire, pouvoir adopter les valeurs, les croyances du groupe et pouvoir s'y sentir le mieux possible. C'est une période très difficile pour l'adolescente, pour l'enfant qui est devenue adolescente. Pourquoi ? Parce que l'adolescence, c'est vraiment le moment où il y a à la fois un changement physique, psychologique et de raisonnement. D'abord physique, forcément à l'adolescent grandit, des transformations physiques, mais c'est l'apparition des règles, c'est l'acné sur le visage, c'est les jeunes filles qui prennent un peu de poids, c'est l'apparition des seins, bref, c'est autant de changements physiques qui sont extrêmement déstabilisants pour la petite fille qui devient enfin adolescente. À côté de ces changements physiques, il y a vraiment ces changements psychologiques qui sont extrêmement douloureux, souvent extrêmement douloureux à adopter au quotidien. Alors en quoi ils sont extrêmement douloureux à adopter au quotidien? C'est qu'il y a généralement confrontation avec les parents. Pourquoi? Parce que l'adolescente a un énorme besoin de liberté. Liberté de vivre à l'extérieur, de s'imprégner de l'extérieur, à la fois amicalement et à la fois émotionnellement, en ayant un premier amoureux par exemple. Il y a donc l'image du corps qui est extrêmement difficile pour l'adolescent, savoir s'inscrire avec le corps que l'on a, tel qu'il est, tel qu'il se transforme. Alors, soit on fait partie d'un groupe, et là on s'inscrit dans le groupe, d'ailleurs on s'aperçoit souvent que les adolescentes ont souvent plus ou moins la même tenue vestimentaire. Alors c'est pas qu'elles n'ont pas de personnalité, bien au contraire, il y a simplement que le fait de s'inscrire dans le groupe, dans la même dynamique que le groupe en adoptant ses croyances et son mode de fonctionnement, est plus facile à gérer pour l'adolescente que d'arriver à s'inscrire dans son propre mode de croyance. Quand on n'arrive pas à s'inscrire dans un groupe donné, alors c'est beaucoup plus compliqué pour l'adolescente à se gérer au quotidien. Parce qu'elle a beaucoup plus
de mal à trouver sa place dans la société qui est la sienne, avec tous ces chamboulements physiques et psychologiques qu'elle ressent au quotidien. Dans ma pratique de thérapeute, ce que je vois souvent avec les adolescentes, quand je les rencontre, c'est que c'est ce qui est difficile pour elles, c'est vraiment ce lien avec les parents qu'elles n'arrivent plus à tisser, et en même temps, c'est le lien avec les autres, avec le groupe, mais en même temps qu'elles n'arrivent pas à bien, dans lequel elles n'arrivent pas à bien s'imprégner. Et ça, c'est très très difficile pour elles. À côté de ça, quand je les rencontre, ce qui est très difficile aussi, c'est l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et donc cette image qui est très très compliquée à gérer au quotidien, c'est-à-dire s'il y a une prise de poids, s'il y a un peu d'acné, eh bien pour elles, ça va être très très difficile à gérer au quotidien. Et le parent, quand elles en parlent aux parents, pour les parents, c'est rien, c'est un détail, ça va passer, mais pour l'adolescence, c'est vraiment dramatique, c'est quelque chose qui est très compliqué. La même chose au niveau de tout ce qui se passe dans les amitiés. Pour l'adolescente, la vie avec les amis est quelque chose d'extrêmement important. Pour les parents qui veulent cadrer la vie avec les amis, pour eux, un certain nombre de sorties, certaines heures où on rentre, il y a ce cadre à poser. Pour les adolescents, c'est complètement inimaginable d'imaginer que l'on pose un cadre dans quelque chose qui est vivant, qui est passionnant et dans lequel on s'inscrit totalement. Donc ça, c'est là où avec les parents c'est très compliqué parce que souvent il y a énormément de conflits parents-adolescents parce que l'adolescent a l'impression de n'être absolument pas compris du tout de ses parents. Au niveau de l'aspect amour maintenant, quand l'adolescente est amoureuse, c'est complètement intense. C'est tellement intense que les émotions sont démesurées. Alors évidemment, quand il y a une difficulté dans le nouveau couple que vit l'adolescente, alors là c'est extrêmement difficile pour elle parce que c'est le chamboulement total. C'est comme si la vie s'arrêtait, c'est comme si pour elle c'était impossible à vivre que la relation s'arrête. Ou en tout cas que la relation ne fonctionne pas bien. Et dans ce cas de figure, alors, l'adolescente peut parfois, en tout cas dans la pratique, je m'aperçois souvent que l'adolescente est à un tel point de dénuement que souvent, soit elle attend un séjour, soit elle est dans une violence contre elle-même qui peut être importante. Ça, c'est par rapport à l'adolescence. Dans l'idée de l'adolescence et de l'adolescent, dans ce qu'elle vit aussi, au niveau de la sexualité, il y a trois choses qui me semblent être importantes. D'abord, il y a la première fois. La première fois où l'adolescente va avoir sa relation sexuelle, où elle va choisir le moment, au contraire où elle ne va pas le choisir, parce qu'elle va penser que quelque part, c'est comme tout le monde, il faut y passer. Et donc, elle va se mettre dans une dynamique d'obligation ou en tout cas de déplaisir, alors que par essence, l'acte sexuel devrait être du plaisir. À côté de cela, il y a deux choses qui sont parfois peu abordées avec les adolescentes et qui, à contrario, sont beaucoup plus abordées avec les adolescents. C'est d'abord la masturbation, où là, l'adolescente, comme d'ailleurs l'adolescent, vont souvent, avant l'acte sexuel notamment, avoir tendance à pouvoir se toucher. Et là, dans cette dynamique, souvent, la masturbation est quelque chose qui est beaucoup moins parlé, beaucoup moins abordé avec les adolescents qu'avec les adolescents qui, eux, par exemple, vont parler entre eux. La troisième chose qui est souvent abordée avec les adolescentes, c'est l'homosexualité. C'est-à-dire qu'à un moment de la vie, les adolescentes se posent la question, est-ce que je suis homosexuelle ou est-ce que je ne le suis pas? Pourquoi? Parce que dans ces amitiés amicales et fraternelles qu'elles tissent, elles se posent la question est-ce que je suis attirée par ma meilleure amie? Est-ce que je suis attirée par quelqu'un que j'aime profondément, avec qui j'ai tissé des liens de confiance, mais qui s'avère être une fille? Et dans ces moments-là, l'adolescente se pose énormément de questions. Les questions sont tellement grandes que parfois elle peut se sentir perdue dans « mais qui suis-je » Et ça, c'est vraiment la grosse question que se pose l'adolescente, c'est finalement « mais qui suis-je et comment je fais pour avancer dans un monde où finalement je ne me retrouve pas ?» Dans ce que je vois aussi dans ma pratique quotidienne, c'est que souvent, quand les adolescentes ont entre 16 et 18 ans, il y a deux sortes d'adolescents. Il y a un côté qui n'a pas envie de quitter les humanités, la réto, on s'y sent bien, c'est sécurisé. Et puis il y a l'autre partie de jeunes filles qui, elles, n'ont qu'une envie, c'est
c'est quitter en fait la 5e, 6e pour pouvoir partir à l'UNIF, tout simplement parce qu'en fait elles ne se sentent plus du tout à leur place. Elles ont vraiment ce sentiment de ne plus du tout être en accord avec les gens de leur génération. Et donc dans ces moments-là, c'est vraiment très douloureux pour elles, parce que le temps d'abord leur semble extrêmement long, et puis surtout elles se sentent extrêmement différentes de tous ces autres étudiants qui sont avec elles au quotidien. Et donc la période de l'adolescence, il y a vraiment un tel panel de changements à la fois physiques et émotionnels, pour l'adolescente en tout cas, ça peut être très très douloureux de vivre cette période charnière qu'il faut pourtant vivre pour pouvoir passer à la suivante. Je vous ai parlé en quelques mots de l'enfance, je vous ai parlé en quelques mots de l'adolescence, pour cette adolescente qui est en devenir. Et dans les deux étapes, que ce soit l'enfance ou l'adolescence, il y a un moteur important qui est la création de la confiance en soi et l'idée de se connaître. Qui suis-je ? À la fois physiquement et émotionnellement. Si à l'enfance, l'enfant n'a pas acquis, la petite fille n'a pas acquis cette confiance en elle, l'idée de se regarder en se trouvant jolie, en se disant ma maman elle m'a toujours dit que j'étais jolie, mais mon papa m'a toujours dit qu'il m'aimait beaucoup, etc. Et si l'enfant n'a jamais connu ces mots-là, il va déjà avoir sa confiance en lui, qui va être dès le départ, en base, complètement malmenée. À l'adolescence, si l'adolescente est déjà malmenée de par les aléas de la vie, de par les gens qu'elle rencontre autour d'elle, de par les conflits qu'il y a parfois avec les parents, là aussi, cette deuxième base de confiance en elle va être extrêmement malmenée, notamment par rapport à l'image qu'elle a d'elle-même. Et là, c'est une période extrêmement importante, parce que cette image qu'elle a d'elle-même va la suivre par la suite dans la vie adulte qu'elle aura. Nous passons maintenant à l'âge adulte. Dans l'âge adulte, après les 18 ans, 20 ans, on traverse cette étape où on vit les années avec un petit peu d'insouciance, en tout cas dans la majorité des cas. Arrive maintenant la trentaine. Alors, je ne sais plus si je vais faire parler, je vous dis regarder. Ah oui. Alors la trentaine, c'est vraiment l'étape 27-30 ans. La trentaine, c'est vraiment le moment charnière qu'on appelle un peu l'idée de l'âge mûr. En gros, c'est vraiment le moment où la femme se positionne. Alors si elle est célibataire, elle se dit généralement, tiens, il serait peut-être intéressant qu'à un moment donné, je construise une vie de couple. En tout cas, j'aimerais profondément pouvoir m'asseoir dans une vie de couple et construire une vie, avoir ma maison, etc. Quand la femme est en couple, c'est le moment où elle se pose la question de « j'aimerais avoir un enfant ». C'est un peu l'horloge biologique qui démarre enfin. D'ailleurs, l'âge moyen en Belgique pour avoir des enfants, là pour l'instant, c'est 28-29 ans. Donc c'est un petit peu la tapée à la trentaine, où là vraiment, la femme se positionne sur l'envie de construction. Mais elle est vraiment dans quelque chose d'assis, de sérieux, où vraiment l'envie, après l'insouciance, on passe à quelque chose où il y a vraiment cette envie de construction. Maintenant, ce dont je vous parle, il est bien évident que ce n'est pas pour toutes les personnes qui ont 30 ans, que toutes les personnes vont décider demain de s'installer, faire des enfants à 28 ans, on est bien d'accord, c'est que ça c'est vraiment la théorie. Et vous verrez dans le livre de Sylvie que les choses sont beaucoup plus souples et beaucoup plus... Arrive ensuite la quarantaine. La quarantaine, c'est l'âge de bilan de vie, c'est l'âge de milieu de bilan de vie. Alors là, c'est vraiment un âge intéressant parce que c'est à la fois une crise de la quarantaine, où la femme se positionne, s'interroge, se demande ce qu'elle va faire, elle se pose énormément de questions sur elle. Elle fait un petit peu un bilan de ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui en tant que mère, en tant que femme et en tant que professionnelle. Donc elle peut très bien décider d'orienter sa vie professionnelle autrement. Elle peut très bien décider de faire un bilan par rapport à sa vie personnelle, où en est sa vie de couple. Est-ce que sa vie de couple est toujours la vie de couple, ou est-ce que la vie de couple est devenue la vie maman, papa, les enfants, et finalement le couple n'existe que très peu. Et ça, c'est le moment où la femme peut se positionner. Il y a la vie personnelle, c'est-à-dire qu'elle commence à revoir son image, comment je suis aujourd'hui après avoir eu mes enfants, comment je me sens dans ma peau, qui suis-je. Tout cet ensemble de questions fait que généralement la femme à la quarantaine se pose la question, se dit et s'interroge, et en même temps se dit et si c'était maintenant ou jamais. C'est-à-dire que là, elle décide d'opérer des changements qui peuvent être d'ordre professionnel, qui peuvent être d'ordre personnel ou qui peuvent être d'ordre familial.
Alors, on parle souvent de la crise de la quarantaine avec l'idée du couple et l'idée d'enfreindre la règle du couple qui est qu'on ne peut pas tromper l'autre. Et bien souvent, à la crise de la quarantaine, c'est vrai que, en tout cas dans ma pratique, j'entends souvent que des femmes s'interrogent et remettent en cause leur vie de couple en se disant ben voilà, là on est un petit peu endormi. Et j'ai tendance, sans le vouloir, je ne fais pas exprès, mais en même temps, j'ai tendance à regarder un peu de l'autre côté, mais je ne fais rien. Et ça, c'est le moment où c'est ça le questionnement. C'est le moment où la femme s'interroge, se demande mais qui suis-je finalement dans la vie de couple que j'ai construite aujourd'hui? Cette crise de la quarantaine, forcément, elle induit des changements parfois souvent positifs, parfois des changements douloureux. Pourquoi douloureux? Parce que tout changement, le système de l'homéostasie dit que quand on va vers un changement, ben forcément, ça peut amener parfois des souffrances et des douleurs. Mais en même temps, vers du mieux, puisque dans toute dynamique de changement, tout ce qui est difficile ne peut qu'amener par la suite du mieux-être. Ça, c'est la crise de la quarantaine, où là, la femme se repositionne par rapport à plein de choses. Arrivons à 50 ans. 50 ans, c'est l'âge où finalement, la femme n'a plus rien, entre guillemets, n'a plus rien à prouver. Elle se dit que là maintenant, les enfants sont peut-être plus grands, le travail il est bien positionné, et en même temps il y a quand même l'envie d'être encore bien vivante. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette femme, elle a envie d'exister par elle-même. Après s'être positionnée à 40 ans, à 50 ans, elle est vraiment dans cette démarche de positionnement et d'envie de vivre beaucoup plus la vie, mais beaucoup plus la vie pour elle. Après s'être occupée énormément des enfants, après avoir privilégié sa vie professionnelle, eh bien, là maintenant, elle est toujours dans sa vie professionnelle, ses enfants sont bien toujours là, mais en même temps, il y a l'envie d'être davantage présente pour elle. Ces moments où il va y avoir des moments où la femme s'occupe davantage d'elle, donc elle va peut-être faire un peu plus de sport, peut-être qu'elle va décider de prendre plus de temps pour elle, peut-être qu'elle va décider d'aller une fois par mois au théâtre alors qu'avant elle ne le faisait plus jamais. Elle va décider de prendre davantage de temps pour elle, alors que par le passé, pour elle, c'était extrêmement compliqué. À 50 ans, il peut arriver ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Le syndrome du nid vide, c'est justement le moment où les enfants quittent la maison. Soit parce qu'ils sont étudiants, et donc ils ne sont plus là la semaine, soit parce qu'ils vont s'installer ailleurs avec quelqu'un tout seul. Et donc c'est le moment où la mère de famille, jusqu'alors, bien qu'elle ait sa vie professionnelle, s'occupait au quotidien de ses enfants, du jour au lendemain, elle se retrouve soit seule, soit avec son mari. Et les enfants ne sont plus là. Et là, c'est le moment un peu charnière où c'est un peu plus compliqué pour la femme de 50 ans, où là, il faut qu'elle réapprenne à vivre pour elle. Pas seulement pour elle, mais pour elle et son mari, ou pour elle tout court. Mais de toute façon, c'est vraiment ce moment charnière où parfois, et ça je le vois dans ma pratique, j'ai parfois des dames qui viennent me voir en me disant « je suis un peu perdue », parce que finalement, je m'aperçois que je mets énormément de temps à mes enfants, et que du jour au lendemain, à force de donner du temps à mes enfants, je savais que je m'en donnais peu à moi, mais là ils sont plus là, et je me sens très seule, et je ne sais pas quoi faire. Alors, je dirais, il y a plein de choses à faire, mais quand on est dans une situation où on a tout donné, c'est-à-dire qu'on avait tendance même à préparer les repas à l'avance si l'enfant, si on n'était pas là en journée, si on avait tendance à tout préparer pour ses enfants, en tout cas être bien présente, du jour au lendemain où les enfants ne sont plus là, on se sent abandonné. Et donc ça c'est le moment où la femme a besoin de pouvoir retrouver cette confiance en elle qu'elle croyait avoir acquise à travers le rôle de mère qu'elle avait depuis des années. Et là tout à coup, le rôle de femme étant plus présent, elle se sent tout à coup complètement abandonnée par les tiers, par sa famille, et surtout elle ne trouve plus sa place, elle ne sait plus qui elle est. Et donc ce qui est important dans ce cas de figure, comme d'ailleurs dans les autres étapes de vie, c'est de se centrer, c'est de savoir ce qui est bon pour soi d'abord, pour pouvoir être bien avec les autres ensuite. À 50 ans, la femme se pose aussi des questions quant à son physique, elle s'interroge, quand elle décide de faire davantage attention à elle, mais quand elle fait attention à elle, elle voit qu'il y a des petites rides maintenant qui se mettent à la côte des yeux, elle voit que c'est plus compliqué de faire attention à soi, et donc elle décide tout de même de se privilégier. Et quand elle se privilégie, forcément, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué pour elle, puisqu'elles se sont relativement perdues. Et c'est les moments où il faut pouvoir tranquillement aborder cette étape de la cinquantaine avec beaucoup plus de tranquillité. Sachant qu'à 50 ans, c'est le dernier changement de vie physique extrêmement
extrêmement important, qui est la ménopause. Après, à l'adolescence, avoir vécu la puberté, il y a cette étape importante de la ménopause qui arrive entre 48 et 52 ans, c'est un peu la moyenne en Belgique. Cette étape de la ménopause où il y a énormément de changements physiques et de perturbations physiques, à tout point de vue, que ce soit les nausées, que ce soit la diminution de la libido, que ce soit la dépression parfois, que ce soit... Il y a énormément de transformations physiques qui font que la femme se sent complètement perdue et pas bien en elle. Et là, c'est vraiment le moment charnière où il est important qu'elle puisse se repositionner et repenser de nouveau à elle, puisque là, avec la ménopause, c'est justement son rôle de mère qui n'est plus là, puisque les fonctions de reproduction et de fécondité n'existent plus. Donc là, il faut vraiment qu'elle se repositionne non pas comme mère, mais comme femme. Là, on est dans l'étape des 50 ans, arrive l'étape des 60 ans. Là, c'est l'étape où vraiment la femme peut tranquillement et davantage s'occuper d'elle. Alors, s'occuper d'elle, c'est réapprendre à refaire du sport. C'est là, les enfants sont réellement partis, ont vraiment quitté la maison. Et c'est vraiment le moment où la femme réapprend à s'occuper d'elle et à s'occuper de la vie qu'elle a à la maison, que ce soit seule ou que ce soit en couple. Généralement, la femme de 60 ans, en tout cas dans la pratique que je vois, généralement, a tendance à faire beaucoup d'activités extérieures, bénévolat, etc. C'est réapprendre à de nouveau être centrée sur elle et de nouveau sur non pas la vie de famille qu'elle a, mais l'extérieur. Arrive l'arrivée des petits-enfants, où là on est dans une autre dynamique, où là, après avoir connu cette étape avec les enfants, il y a cette étape avec les petits-enfants, où on se sent de nouveau exister dans la famille, mais où il y a une donne qui a changé, c'est que tout ce cheminement au cours de toutes les années vécues fait que la femme a appris à se positionner, à se centrer et à exister par elle-même. Et ça, c'est vraiment le grand cheminement qui se passe à 60 ans, jusqu'à 70, 80, où là, de nouveau, la femme se positionne en trouvant sa place par rapport à tout ce qui l'entoure. 80 ans, elle est davantage observatrice de ce qu'il y a autour d'elle, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, de ses propres enfants, où là, elle observe. Elle observe et elle regarde tout ce qui se passe autour d'elle, elle écoute. Et parfois, c'est amusant de parler avec une personne plus âgée et de voir à quel point elle peut être le garant de toute cette expérience de vie qui s'est vécue de l'enfance, de ce que je vous expliquais au tout début, jusqu'à